Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Alors, je vous propose tout de suite de retrouver à l'occasion de la parution d'un livre. Le livre s'appelle « J'ai rendu mon uniforme », une jeune femme que je vous appelle à découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, qui s'appelle Mathilde Basset. On va la retrouver par Skype. Elle commence la promotion de son livre qui paraît ce 23 janvier. Bonsoir Mathilde, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Génial. Merci Mathilde. Est-ce qu'on peut se demander, Mathilde Basset, de vous présenter? On ne va pas trahir de secret. On parle d'un livre qui paraît aux éditions du Rocher qui s'appelle « J'ai rendu mon uniforme ». C'est un témoignage. En fait, vous témoignez de la vraie vie des EHPAD et vous évoquez les soignants en burn-out et les seniors en souffrance. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a emmené à témoigner, Mathilde, de ce qu'on comprend être votre profession, puisque vous êtes infirmière, c'est ça? Tout à fait. J'ai 25 ans, je suis infirmière diplômée depuis juillet 2016 Oui. Et j'ai décidé d'écrire ce témoignage à la suite d'une lettre que j'ai postée, une lettre ouverte à la ministre de la Santé, que j'ai postée sur Facebook le 27 décembre 2017, quand à la fin d'une journée au sein d'un EHPAD en tant qu'infirmière, j'étais très en colère et à la fois désemparée de m'apercevoir qu'on ne me laissait pas la possibilité de faire mon métier de soignante et ne respectait pas les valeurs auxquelles on s'attache quand on va travailler en EHPAD. Alors, on pourrait éventuellement, on vous l'a peut-être d'ailleurs reproché, on pourrait dire, mais du haut de ces 25 ans, donc 23 ans, quand en 2017, vous vous emparez, on vous voit, votre visage se médiatise, on vous découvre votre joli visage à l'antenne. Est-ce qu'on vous a jamais reproché de vous plaindre peut-être de manière un peu hâtive du haut de vos 25 ans en disant, elle exagère peut-être un petit peu, elle est toute jeune infirmière, elle ne connaît pas son boulot, elle vient nous expliquer un petit peu, nous donner des leçons. On vous a reproché des fois d'être un petit peu jeune dans le métier, de ne pas trop savoir de quoi vous parliez? Alors, le message, c'était pas « elle vient nous donner des leçons », puisque le message consistait justement à défendre la cause infirmière. Et simplement, effectivement, j'ai eu ce genre de retour. De qui? De la part de mes pairs, alors des personnes que je connais ou des personnes que je connais pas qui ont réagi à mon témoignage. Cela étant, j'avais pour réponse que certes, le métier d'infirmière n'est pas un métier facile, mais pour autant, entre ce qu'on vous fait miroiter, entre guillemets, lors de la formation et la réalité du terrain, je trouvais ça parfaitement anormal finalement que les conditions de travail se soient autant dégradées et qu'on ne puisse pas finalement retrouver ce que j'annonçais précédemment, les valeurs humanistes et d'accompagnement auxquelles on s'attache lorsqu'on décide de travailler en EHPAD. Donc, que mes anciennes collègues me disent effectivement, voilà, qu'est-ce qu'elle va se plaindre d'un métier qu'elle vient juste de débuter. À la fois, je les comprends et en même temps, je me disais, ben oui, mais justement, vous avez vu les conditions du métier se dégrader en l'espace de 20, 30 et quelques années, enfin parfois plus. Elles l'ont subi, vos collègues l'ont subi. Voilà, on passe notre temps. On entend dans les couloirs des soignants se plaindre à longueur de journée du manque de temps, du manque de moyens, mais personne ne fait rien. Alors, à qui est-ce de taper du poing sur la table si ce n'est pas aux jeunes diplômés qui prennent peut-être conscience à ce moment-là de la réalité du terrain? Et puis qui disent, moi, je refuse d'exercer ma profession pendant toute ma vie sur ce mode-là. Oui, exactement. Sachant qu'en plus, vous disiez, ça se sait, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Puis les directions successives où vous avez exercé étaient également au courant du problème. Donc on peut pas. Oui. Et du coup, je veux dire, le fait que vous soyez jeune, que vous ayez pris la parole, ça vous a sans doute effectivement, on vous a sans doute taxé un petit peu de vouloir faire vite, mais vous évoquiez cette lettre. En quoi il était important d'écrire ce courrier? Est-ce qu'à l'époque, quand vous avez écrit ce courrier en décembre 2017, vous mesuriez l'impact que ça allait avoir? Parce que depuis une année, un peu plus d'un an,
ça fait boule de neige. Alors peut-être que les choses n'ont pas changé, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, à titre personnel déjà? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez des regrets d'avoir pris la parole? Parce que du coup, vous êtes un peu médiatisée et forcément exposée, et forcément pas toujours préservée. En C'était... effet, Oui, oui. pour autant, alors ce que ça m'a apporté à titre personnel, dans les 48 heures qui ont suivi la publication de ma lettre, ça a été un énorme soulagement. Parce que j'avais besoin aussi de déposer à titre personnel, de ne pas garder ça pour moi. Au départ, j'avais seulement adressé cette publication à mes proches, à mes amis Facebook, à mes contacts Facebook. Et puis, c'est un ami qui m'a dit, mets-la en public, peut-être que ça peut intéresser du monde. Et effectivement, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça intéresse tant de monde, parce que on le sait que les conditions de travail des infirmières se dégradent, que l'accueil des résidents en maison de retraite se dégrade également. En tout cas, c'est pas, comme vous dites, c'est un secret de polichinelle, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Mais ce qui m'a surpris à terme, c'est pourquoi est-ce que c'est mon message qui a été tant médiatisé, tandis que ça fait 10 ans qu'on voit passer de tels témoignages sur la toile. Alors, pourquoi ce message plutôt qu'un autre? Peut-être que c'était aussi un concours de circonstances, c'était le bon moment. Un mois après, il y avait une grève qui était prévue au niveau des EHPAD. Il se trouve que je pense que c'est tombé au bon endroit au bon moment. Euh, à terme, ça m'a permis aussi de m'engager de manière un peu plus militante dans ce combat, d'informer les familles, alors les familles des patients, enfin des résidents avec qui je travaillais, d'avoir aussi la reconnaissance de mes pairs, à défaut d'avoir celle de ma direction, de mes collègues de boulot qui, pour la plupart, me soutenaient. J'ai eu aussi des réactions du type oui, mais bon, elle parle de l'hôpital du Cheylard, elle va ternir l'image de l'hôpital et de la ville. Et puis en fait, plus ça a été médiatisé et plus les gens se sont un petit peu repositionnés en disant ah, finalement, s'il y a tant de personnes que ça concerne, peut-être qu'elle dit pas que des bêtises. Ça aurait pu, grosso modo, se retourner contre vous. Ça aurait pu, ne serait-ce que professionnellement. Je l'ai fait un peu inconsciemment en me disant, bon, disons que quand j'ai posté cette lettre, voilà, quand j'ai posté cette lettre, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Et quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je me suis dit dans un coin de ma tête, là c'est bon, je suis grillée, je pourrais plus jamais travailler comme infirmière où que ce soit. En revanche, j'avais un autre projet à ce moment-là qui consistait à faire de la musique avec mon compagnon. Et puis bon, malgré cela, lors de la fin de l'écriture du bouquin, j'ai trouvé une annonce qui évoquait un poste en psychiatrie, en milieu ouvert, en centre médico-psychologique à 2 pas de chez moi. Parce que vous Et sentiez en plus, c'était un poste qui vous intéressait, c'était une aubaine pour vous. Oui. parce que je savais que je ne retournerais pas travailler en hôpital ou en EHPAD. En revanche, s'il y avait encore un secteur qui m'intéressait, c'était la psychiatrie. J'avais pas eu l'occasion d'y exercer mon métier. Et là, il se trouve que, coup de chance, c'était tout à côté et en plus dans un contexte qui me convenait. Donc, j'ai demandé un mi-temps au départ, lors de l'entretien. J'ai demandé si je pouvais être à mi-temps afin d'explorer aussi le domaine musical. Et puis finalement, quand on m'a dit non, non, c'est un plein temps, et que j'ai remporté, on va dire, l'offre de candidature, je n'en revenais pas. Et j'ai compris après que mon chef direct est délégué syndical à la CGT et très concerné par la mobilisation et la défense des valeurs soignantes et des droits des usagers. Donc, ceci explique peut-être cela. Voilà. Alors, on peut même évoquer, parce que vous le dites dans le livre qui est apparu donc ce 23 janvier, vous envisagez même un moment carrément de jeter l'éponge, mais de manière définitive, et de ne plus exercer votre fonction d'infirmière. Oui, tout à fait. Il était question de, comme je vous disais, de partir sur un projet complètement différent, de faire de la musique. Et j'ai passé cet entretien sans trop y croire parce qu'en fait, voilà, je m'étais faite à l'idée que de toute façon, mon passé médiatique et militant allait probablement me desservir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis un an? À titre personnel, j'ai pris encore plus de recul puisque j'en avais déjà pas mal lorsque j'ai quitté l'EHPAD pour lequel je travaillais. En revanche, j'ai pris énormément de recul lors de l'écriture du livre.
je me suis épanouie aussi dans l'écriture de ce livre parce qu'en fait, c'était pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé avant. Écrire un livre, bon, sur mes conditions de travail, oui, ça m'avait effleuré, mais je me disais, bon, si c'est pour essayer de se battre auprès de toutes les maisons d'édition pour publier, ça va pas être facile. Oui, qui ça Mais peut là, je trouve que intéresser, oui. Oui, qui lira. voilà, c'est les maisons d'édition qui sont venues me chercher. Donc, la donne était un peu différente. Alors, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai trouvé l'expérience très épanouissante et je me félicite d'avoir rebondi, on va dire, à près de 2 fois entre voilà, l'écriture de ce livre qui m'a permis de transformer une expérience négative en quelque chose de plutôt joli et valorisant. Et puis, en plus, d'avoir réussi à retrouver du travail et de m'épanouir aujourd'hui dans ma fonction d'infirmière de secteur psychiatrique. On peut rappeler en quelques mots les conditions d'exercice de votre profession, les conditions d'exercice de l'infirmière qui vous ont poussé un moment à jeter l'éponge aussi. C'est compliqué. On a souvent tendance, nous, quand on est patient ou famille de patients, à avoir l'impression que les infirmières, et ça s'étend d'ailleurs au personnel soignant de manière plus large, qu'elles ne sont pas là, qu'elles sont débordées, qu'elles sont stressées, qu'elles n'accordent pas beaucoup de temps aux patients. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en retour, sur ces reproches-là qu'on vous fait? En effet, on n'est pas là parce qu'on est souvent dans les chambres. On n'accorde pas assez de temps aux patients parce qu'on est souvent confronté à des ratios patients ou résidents soignants complètement disproportionnés. C'est-à-dire que l'EHPAD duquel je sortais comptait une infirmière pour 99 résidents, répartis sur 3 étages. Autant vous dire que j'ai fait le calcul, je devais passer, je crois, moins de 5 minutes par résident par jour. Pour certains, c'était même pas le temps de Bah, voilà, de distribuer un médicament, de demander un petit peu comment ça va aujourd'hui et puis on passe à autre chose et mmh, là où j'ai trouvé les conditions de travail très difficiles, c'est, l'idée même qu'on on se dirige vers les lieux de vie. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était un choix de travailler en EHPAD plutôt qu'à l'hôpital et parce que je voulais, accompagner les personnes dans leur quotidien et en plus dans leur quotidien, dans une période de leur vie qui est peut-être pas la plus simple. oui. Je me suis retrouvée finalement confrontée à faire le même travail que celui que je pourrais faire à l'hôpital, c'est-à-dire passer d'une chambre à l'autre sans avoir le temps Mmh. de consacrer, hem, sincèrement, je veux dire, une relation et une écoute aux résidents. Parce qu'on est pressé, alors Ouais. on est là, on fait du formel, mais Mmh. on n'est pas, disponible psychiquement pour eux Mmh. et en tout cas pour chacun d'entre eux individuellement et en plus, ce qui m'a un petit peu écœurée, c'était de voir que alors, c'était le cas dans l'EHPAD, duquel je sors, mais c'est aussi le cas dans Il faut une croire que c'est majorité de oui. mes d'EHPAD, en France. C'est l'idée que le résident doit se plier au rythme de l'équipe soignante, alors qu'ils sont chez eux, c'est leur lieu de vie. Donc ce serait normalement, théoriquement, à l'équipe soignante de s'adapter au rythme du résident et surtout pas l'inverse. On parle de personnes qui ne sont pas complètement autonomes. En fait, vous avez des personnes de différents âges avec des besoins plus ou moins différents. Exactement. Ce qui les, concerne tous, leur point commun à tous ces résidents, c'est le fait qu'ils soient dépendants pour les actes de la vie quotidienne. Le fait qu'ils soient, en incapacité de rester seuls chez eux, ou que voilà, enfin pour différentes raisons. Peut-être que c'est parce que les enfants ou les aidants habitent loin ou, décident de ne pas, intervenir dans le vieillissement de leur aîné et préfèrent confier ça aux professionnels de santé. Hem, des fois, c'est parce que, les personnes, de par, des maladies neurodégénératives, des démences ou ce genre de choses, inquiètent ou posent problème. En tout cas, ont besoin d'une surveillance 24 heures sur 24 Mmh. et c'est pour ça qu'elles sont, en général dirigées vers les institutions. Oui, on va être, un peu cru. Enfin, est-ce que ces personnes, de manière générale, bénéficient réellement d'une surveillance 24 heures sur 24? Il y a toujours un professionnel de santé. Mmh. Voilà ma réponse. Il y a toujours un professionnel de santé, à proximité, a priori. Elles sont jamais seules dans les maisons, dans Oui. les EHPAD. Elles sont seules, peut-être, dans les foyers logements ou, dans des structures moins médicalisées. En Mmh. revanche, dans les maisons de retraite, il y a toujours un professionnel de santé. Mais il n'empêche oui. Je vous en prie, madame. Voilà,
contre, de là effectivement à dire qu'elles sont surveillées 24 heures sur 24, ce serait un petit peu abusé, puisque une personne ou deux personnes qui sont de permanence la nuit dans un EHPAD ne peuvent pas avoir les yeux dans 99 chambres en même temps, on est d'accord. C'est là où vous poussez votre coup de gueule, ou en tout cas vous attirez l'attention, vous en aviez parlé il y a un peu plus d'un an de ça, vous le réécrivez de nouveau dans votre livre, c'est on vous encourage à apporter du soin, de l'accompagnement à ces personnes âgées dépendantes. Votre activité, plus que d'autres, nécessite des protocoles à respecter. Vous dites d'ailleurs qu'un jour, parce que vous ne respectez pas un protocole, il vous arrive un petit accident, c'est cette fameuse aiguille avec laquelle vous piquez. Les protocoles sont contraignants, certes, mais ils sont aussi là en grande majorité pour nous protéger de l'accident d'exposition au sang, pour nous préserver physiquement avec effectivement des recommandations en termes de manutention, pour pas épargner un petit peu nos articulations, etc. Et puis aussi pour éviter la propagation de maladies, ou en tout cas de bactéries, à travers le nombre de lavages de mains, ou en tout cas de passage des mains à la solution hydroalcoolique, pour éviter de propager des bactéries d'un pansement à l'autre ou d'une personne à l'autre, ce qui est finalement assez rassurant, et heureusement qu'ils sont là. Il y a des choses qui sont de toute façon inévitables. Il y a des règles de sécurité qui sont inévitables et qui se doivent d'être appliquées. Pour d'autres, des fois, on peine un peu à les respecter. Un pansement qui est censé se faire avec un champ stérile, enfin un champ pas forcément stérile, mais en tout cas un champ, un paquet de compresses ouvert de telle façon, tac tac, ça se fait dans l'environnement du patient, dans une chambre, etc. En vrai, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'on croise le résident dans le couloir, il est assis dans un fauteuil, et attendez, bougez pas, monsieur Untel, on va faire le pansement ici. Tant pis pour l'intimité, tant pis pour l'ergonomie. Là, bien sûr, je mets des gants quand même, parce que on va pas toucher à main nue les plaies, etc. Ça, on se pose même pas la question. Par contre, on va pas forcément prendre la peine, selon évidemment l'ampleur de la tâche, d'emmener le résident dans sa chambre, faire le pansement, puis le ramener où il était. Des fois, on fait ça là où les gens sont, parce que voilà, pour gagner du temps. Le temps file à une vitesse. Ouais. Pour bien faire, là où vous étiez souvent toute seule, il aurait fallu plus ou moins combien de personnes? Combien d'infirmières? Combien d'aides-soignants? Il aurait fallu, pour 99 résidents, vu les soins infirmiers qui m'étaient incombés, je pense 3 infirmiers. Un par étage. Un par étage, ça me paraît pas aberrant. Et en équipe aide-soignante, dans mes souvenirs, alors dans le dernier EHPAD, je ne me souviens plus du ratio aide-soignant résident. En revanche, dans celui que j'ai fréquenté dans le centre de la France, un an avant, elles étaient 2 aides-soignantes pour 22 résidents. Autant vous dire qu'elles étaient tout le temps en retard le matin, parce que les soins d'hygiène ne peuvent pas être faits en 10 minutes, quoi. Ou alors, c'est vite fait, mal fait. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'établissements. Mais je ne leur reproche pas, parce qu'elles font vraiment avec les moyens qu'on leur donne, avec le temps qu'elles ont. Et de toute façon, elles font au mieux. Et malheureusement, c'est souvent insuffisant, parce qu'il faut s'occuper des 22 et qu'on ne peut pas en laisser un sur le carreau en disant oh, on fera la toilette cet après-midi, c'est pas grave. Donc, je pense que en matière de ratio aide-soignant, il faudrait, j'allais dire, quasiment du 1 pour 1 ou 1 pour 2, quoi, pour apporter le lien social aussi dont les personnes ont besoin. Parce que justement, votre amertume, elle est au fait que vous avez choisi cette vocation pour être proche des personnes âgées, leur consacrer le temps qu'elles ont besoin. Ce sont des personnes qui ont des soucis de santé, ou en tout cas dont la fin peut être plus ou moins proche. Et votre désarroi, c'est de dire, voilà, mais je ne peux pas être présent parce que il y a un enchaînement, c'est carrément une organisation militaire, et si vous faites le moindre débordement, ça va, ou vous êtes préjudiciable, en tout cas être préjudiciable aux autres personnes. Ouais. Voilà, ce qui m'a attristé, ce qui m'a alertée, indignée, enfin en tout cas ça m'a aussi mise en colère, ça m'a pas seulement désespérée, j'étais en colère, c'était de me dire mince, je ne peux pas faire mon métier correctement, on m'empêche de faire mon métier correctement, puisqu'on décide de faire passer une logique financière, budgétaire, avant
les valeurs humanistes qui sont censées aller avec le contexte de lieu de vie. Et ce n'est pas la responsabilité des cadres de santé, pas même celle de la direction de l'hôpital, puisque concrètement, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Au-dessus de nous, il y a encore l'ARS, l'Agence régionale de santé. J'avais pas de correspondant à l'ARS. Je me suis dit, bon, bah, l'ARS, c'est une délégation ministérielle du ministère de la Santé. À qui je vais m'adresser? Bah, finalement, à celle qui peut encore peut-être faire évoluer cette logique-là, c'est la ministre de la Santé. C'est pour ça que je me suis adressée à Agnès Buzyn directement. Elle vous a répondu d'ailleurs? Non, pas du tout. Vous n'avez même pas été reçu ou contacté Non, par un représentant? Alors, absolument. il faut lui envoyer Mathilde, il faut lui envoyer votre livre. Je pense que je vais faire ça, oui. Je vais sûrement lui envoyer mon livre dédicacé, signé en souvenir de la lettre à laquelle vous n'avez jamais répondu. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. D'autant plus qu'elle, en qualité de médecin, mais c'était le cas de beaucoup de ministres de la Santé successifs en France, je pense qu'elle est effectivement à même de comprendre, ou en tout cas d'être sensible à cette situation qu'elle n'ignore pas, parce que je pense que la qualité des soins et le temps accordé aux personnes, entre autres âgées en France, est une véritable problématique. Vous soulevez juste effectivement un lièvre aujourd'hui, vous avez voix au chapitre, mais ce que vous évoquez à juste titre, c'est une problématique qui remonte à 20 ou 30 ans. Et je pense que le problème ne va pas aller si on ne prend pas des décisions réelles et qu'on n'applique pas des décisions réelles très rapidement. Vu la vitesse à laquelle, effectivement, la population vieillit en France, on va se retrouver, on va droit au mur, là. C'est ça. De manière plus générale, c'était aussi un peu l'idée de mon livre de remettre ce débat au centre des problématiques nationales et des questions à se poser. Aux alentours des années 2020, je ne sais plus à combien correspond la moyenne de la population âgée de plus de 65 ans. C'est une question tout à fait à resituer, à remettre au cœur du débat public. Et il s'agit de réfléchir ensemble et de trouver des solutions, puisque concrètement, si on continue comme ça, on va dans le mur, on est déjà dans le mur. Alors je me demande, est-ce que les personnes qui prennent les décisions n'ont pas de personnes âgées dans leur famille? Est-ce qu'elles ne se posent pas la question? Peut-être qu'elles ont accès aussi à des maisons privées voilà, qui n'ont pas du tout de soucis de personnel, qui ne sont pas accessibles par tous, ou en tout cas pas par la majorité. Voilà, je pense que ce livre doit aussi servir à aider les familles de patients, les familles de résidents, les résidents eux-mêmes, ou en tout cas tout un chacun qui puisse être concerné de près ou de loin par la problématique des EHPAD, les faire se questionner et se positionner pour aller dans le même sens que les soignants et essayer de faire bloc ensemble, puisque c'est pas juste une problématique soignante, c'est une problématique nationale qui concerne énormément de personnes. Et l'idée, c'est vraiment je crois, de remettre le résident au cœur du soin et au cœur de son vécu, plutôt que de faire, voilà, de le faire un peu naviguer au gré de l'organisation d'une équipe soignante. D'ailleurs, régulièrement, quand il vous arrive que les familles de patients, de personnes âgées vous sollicitent, elles sont même limite déroutées parce que vous leur dites, au contraire, faites un courrier à l'ARS parce que ça vous permettra d'alimenter la Oui, situation. Parce que souvent, effectivement, les familles des patients vous menacent un petit peu de faire ce courrier un peu pour vous acculer ou presque comme pour vous plaindre de votre oui, prestation, alors que vous, finalement, ça vous rendrait presque service que ces familles-là, ça vous rend service que ces familles se manifestent. C'est une manière de faire monter l'information à l'autorité qui régule effectivement cette problématique et qui connaît très bien cette problématique. Ouais. Ouais. exactement. Je crois que c'est aussi de montrer à l'ARS que ça ne concerne pas que les soignants, que les familles sont mécontentes. Si les familles sont mécontentes, ça veut dire que l'établissement ne va pas dans le bon sens, ou en tout cas qu'il y a un manque de moyens certains. Et c'est pour ça que ce qui peut un petit peu peut-être impressionner les aides-soignantes qui sont en première ligne, puisque c'est celles qui sont le plus dans les couloirs et que les familles croisent en premier, et en plus elles sont dans leur rythme et un peu débordées, bien souvent débordées. Pas toujours disponible. Oui, oui. Voilà, pas toujours disponibles. Et si elles se prennent ça de plein fouet en disant oui, bah, puisque c'est ça, on va faire un courrier à l'ARS, ça peut être un peu anxiogène, évidemment. Oui. Et moi, en prenant un peu de distance avec la situation, effectivement, je me suis permise de dire à cette dame, ben, faites donc ce courrier, parce que si c'est pas vous qui le faites, c'est moi qui le ferai, quoi. Oui. Et puis, ben, je sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas,
Oui. En tout cas, voilà, le message est passé. Les autorités de tutelle pourront vous répondre qu'on vous a entendu, on a entendu le personnel soignant, infirmières et aides-soignantes, en proposant, par exemple, en encourageant l'hospitalisation à domicile, ou à l'inverse, on en a parlé récemment, en encourageant ce qu'on appelle l'IPA, les infirmiers de pratique avancée. Vous pensez quoi? L'hospitalisation à domicile n'est pas réservée à, ne correspond pas à un maintien à domicile pour une personne âgée. L'hospitalisation à domicile, ça permet simplement de sortir plus rapidement de l'hôpital après des soins ambulatoires ou que sais-je. Ça permet un passage infirmier, tandis que la personne pourrait être suivie et surveillée dans un service hospitalier, mais c'est sur une durée précise, c'est sur une période donnée à la sortie d'une hospitalisation. En revanche, on ne fait pas des hospitalisations à domicile, en tout cas pas à ma connaissance, qui durent des années, comme on laisserait des années des personnes en maison de retraite. Pour ce qui est du maintien à domicile, c'est-à-dire l'intervention d'aide ménagère, d'aide soignante, de services de soins infirmiers à domicile également, pour permettre à la personne de rester le plus longtemps possible à la maison, oui, c'est une bonne idée et je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de développer cet aspect-là parce que ça coûte moins cher, parce que bon nombre de personnes sont contentes de pouvoir rester chez elles, mais Ça ne s'applique pas à toutes. et puis voilà, ça ne convient pas à toutes parce qu'il y a des cas dans lesquels c'est vraiment pas possible. Et puis il y a aussi la nécessité de tenir compte de l'avis de la personne dans la mesure où elle est en capacité de donner son avis. Euh, je pense qu'il est important de demander à la personne si oui ou non elle serait d'accord pour rester chez elle ou pour aller en EHPAD. C'est le cas d'une patiente que je suis en psychiatrie. Dans le cadre de la psychiatrie, je lui rends visite une fois, 2 fois par mois. Et on a cette problématique de savoir, mince, elle se met en danger, elle fait des chutes à répétition. Pour autant, elle ne veut pas plus de passages infirmiers. Moi, je la vois dans le cadre de sa pathologie psychiatrique. Quoi qu'il en soit, on ne va pas aller contre son gré en disant, OK, on renforce les aides. Et puis, il y a aussi que les aides, au bout d'un moment, ça finit par coûter à la personne parce que c'est pas forcément pris en charge à 100%. Et elle dit non, je veux garder ma vie privée et je peux me gérer. Oui, sauf qu'en fait, on s'aperçoit tous les intervenants qui gravitent autour d'elle s'aperçoivent que non, elle peut pas continuer seule à se gérer, mais pour autant, on ne peut pas aller contre son gré. Euh, elle est sous curatelle, mais c'est pas suffisant. C'est une mesure de protection juridique, mais qui n'est pas suffisante pour l'obliger à se rendre en EHPAD. Au Oui. contraire, des personnes qui sont isolées, ma grand-mère, pour vous parler franchement, envisage à un moment donné, pourquoi pas, de rentrer en maison de retraite et ça ne lui pose aucun souci. Parce que pour l'instant, elle est autonome. Elle n'a pas de dépendance, donc elle sera de toute façon pas prioritaire, mais pour l'idée d'une vie en collectivité, ça lui plaît bien l'idée. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, le maintien à domicile, c'est une chose. Et, et en ce qui concernait les pratiques avancées, les infirmières de pratique avancée, je pense que ça peut rendre service dans certaines situations, isolées, mais ça ne permettra pas un meilleur roulement et et de meilleures conditions de travail en EHPAD. Parce que les médecins, bien qu'ils soient débordés eux aussi, arrivent à se rendre présents ou en tout cas à assurer une continuité au niveau des ordonnances concernant les résidents qui suivent, des fois même des personnes qui suivaient avant de rentrer en EHPAD. Donc l'infirmière qui peut renouveler des ordonnances, c'est bien. Ça évite de tanner le médecin pour l'obliger à passer alors qu'il sort de consultation et qu'il a 1 heure pour manger, qu'il n'a pas le temps de manger et du coup il vient en EHPAD. Enfin bref, voilà, ça rend ces services-là, mais ça rajoutera pas des bras et des jambes, ça rajoutera pas du temps disponible pour passer du temps auprès des résidents, pour monter des projets de vie, pour essayer d'en connaître un peu mieux sur la vie du résident et ainsi s'adapter un peu plus à son rythme et à qui il est ou qui il a été. Donc, bon, voilà, je pense que c'est mitigé. Ça peut servir, mais c'est pas une priorité à mon avis. C'est une annonce récente, donc on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul pour pouvoir juger de l'intérêt réel de ces pratiques, de ces infirmiers de pratique avancée. Et puis, pouvoir cliver un peu plus les infirmiers et les infirmiers de pratique avancée, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la logique du diviser pour mieux régner. Celles qui seront pratique avancée auront voilà, des connaissances ou des compétences supplémentaires par rapport à leurs collègues. Et est-ce que ça ne va pas créer aussi
des tensions au sein des équipes et des strates supplémentaires, bon, je me pose la question. C'est bien. On revenait sur la situation, la qualité de votre travail. Vous avez tenu le coup, même si à un moment vous avez voulu jeter l'éponge, mais on peut rappeler la situation aussi. Des fois, le fait que vous retrouviez à une personne, une infirmière, c'est souvent effectivement cette profession plus que d'autres souffre de beaucoup de personnes qui se mettent, par exemple, qui sont burn-out, qui se mettent en arrêt de travail parce que c'est la seule alternative qu'elles ont trouvée pour se préserver. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'outil, que c'est un outil qui est indispensable. Alors bien sûr, pour la plupart, ou en tout cas pour certaines, certaines partent en arrêt maladie pour des problèmes somatiques. Hein. Ça, je ne mets pas en question ni en doute. Et pour d'autres, je pense que on les identifie assez rapidement dans les services, celles qui se mettent en arrêt parce qu'il y a un profond mal-être professionnel et qu'elles ne mettent pas le mot burn-out derrière. Mais pour autant, c'est vrai que on le perçoit, on le sent quand elles sont au travail, qu'elles sont pas bien là où elles sont. Donc, comme vous dites, effectivement, la seule alternative qu'elles ont trouvée pour essayer de se préserver un petit peu, c'est de se mettre en arrêt parce qu'elles ont une vie de famille, un crédit sur la maison, un crédit sur la voiture ou que sais-je. Elles peuvent pas se permettre, comme moi, jeune diplômée, assez libre et en tout cas pas encore pieds et poings liés avec aucune banque, de démissionner du jour au lendemain. C'est dramatique d'entendre effectivement que certaines vont un peu contraintes et forcées parce qu'elles savent qu'à la fin du mois, il y a le salaire qui tombe. Oui, et c'est aussi la situation dans laquelle j'étais lorsque je suis partie. J'y allais à reculons parce que vraiment, je ne trouvais plus d'intérêt. En tout cas, je trouvais plus la petite flamme qui m'avait amenée vers les EHPAD, c'était éteinte largement. Et j'y allais en me disant, allez, passez-moi l'expression, mais serre les fesses, il te reste plus qu'une semaine, quoi. Et je savais que j'allais pas renouveler mon contrat, évidemment. Quand vous poussiez votre coup de gueule en décembre 2017 en disant, en écrivant, ça n'est pas mon métier, Madame la ministre. Aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quand même votre métier malgré toutes les difficultés, que pas un instant. Ouais. Non, non. Le métier tel que je l'exerçais à l'EHPAD, ce n'est pas un métier. C'est pas le métier d'infirmière diplômée d'État en secteur de lieu de vie, en secteur EHPAD. Non, c'est vraiment. Je considère que c'est toujours pas mon métier. Ce n'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas pour ça que j'ai passé mon diplôme. C'est pas ce qu'on vous enseigne d'ailleurs à l'IFSI. Hein. C'est pas ce qu'on nous enseigne à l'IFSI, bien sûr. À l'IFSI, on nous enseigne une théorie qui est l'idéal de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on pourrait faire. Il y a des endroits où c'est possible. Il y a des EHPAD qui s'en sortent super bien, de par, à mon avis, des choix managériaux un peu différents, un fonctionnement d'équipe un peu différent. Ça a été la situation que j'ai rencontrée en Bretagne, dans un EHPAD en Bretagne. Et également mon premier poste. Peut-être que ça m'a donné du coup un élément de comparaison qui a placé la barre assez haute dès le début. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'EHPAD et pas à l'EHPAD, pardon, à l'IFSI. Oui. Mais c'est triste de devoir, d'en arriver là et c'est pour ça que je sais que je remettrai pas les pieds dans un tel service ou que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital parce que c'est pas mon métier, c'est pas ça que j'ai choisi d'exercer. Si on m'avait dit infirmière, c'est ça, j'aurais jamais signé. C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous pensez participer même de manière intime à faire changer le regard sur la situation des personnes âgées? Parce vous parlez de votre grand-mère, mais vous avez côtoyé des personnes âgées pendant des mois. Est-ce que vous pensez est-ce que vous espérez que ce livre maintenant, qui apparaît le 23 janvier, va poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées, de nos proches, de nos personnes vieillissantes? Vous pensez que c'est une véritable cause et qu'on en est tous inquiets, on y est tous sensibles, il y a encore du boulot à faire? Je pense qu'on n'y est pas assez sensibilisé. Et j'espère que ce livre fera que familles, soignants et résidents ou futurs résidents avancent tous dans le même sens et effectivement soient informés et sensibles à cette cause. Pour autant, je pense qu'on n'y est pas assez sensibilisé de manière générale au niveau national. On le sait que la population vieillit et que ça va poser problème, mais
dites ça à une mère de famille de 30 ans, je sais pas moi, conseillère à la banque ou que sais-je, dans n'importe quel métier, pour elle, c'est peut-être un peu loin, quoi. Ou alors, si elle va dire, ah bah oui, tiens, moi, c'est vrai, c'est pareil, voilà, j'ai ma grand-mère qui est en maison de retraite de ceci, cela, mais je dis ça, voilà, c'est Ouais, pas, c'est pas la première préoccupation. Voilà, en ce moment, on se bat pour des choses un peu plus terre à terre, à savoir, enfin, terre à terre, c'est très terre à terre, mais ce que je veux dire, c'est que le, la population, la majorité de la population se bat déjà pour pouvoir manger jusqu'au 31 du mois, quoi. Et, et bon, les anciens dans les EHPAD, ben, je trouve que c'est malheureusement c'est plus une, leur priorité, c'est pas la priorité actuelle. voilà, voilà, une priorité qui est peut-être un peu laissée pour compte. Vous allez être en promotion là, ces jours-ci de l'apparition de votre livre. Les médias, Oui. pour vous, sont des soutiens ou c'est des gens qui vous mettent des fois un peu en porte-à-faux? C'est vraiment des gens qui vous aident à communiquer, à passer le message? Vous comptez beaucoup sur cette communication? Vous comptez beaucoup sur cette promotion? Ouais. Oui, parce que ils ont les moyens de s'adresser à une majorité de personnes alors c'est même pas une histoire de carte et d'adresse là, c'est Oui. carrément porte-voix quoi. Donc effectivement c'est quelque chose qui est c'est une expérience assez étonnante pour moi, mais je le prends avec philosophie et j'essaye de voilà de prendre la vague comme elle vient entre guillemets en tout cas Ouais. de faire passer mon message à savoir informons-nous, informez-vous, battons-nous parce que ça ne peut pas rester comme ça et pourvu qu'il y ait cet élan de solidarité qui touche les soignants, les résidents, les familles de résidents, en vrai un peu tout le monde Oui. puisque finalement quand on raccroche les wagons ça finit par faire un sacré paquet de monde pour faire entendre au pouvoir public que il est important de remettre le problème des EHPAD et du manque de moyens au cœur du débat public et surtout de ne pas oublier que lorsqu'on fait grève le 30 janvier, eh ben, Agnès Buzyn décide de débloquer 50 millions d'euros et puis de créer peut-être des postes d'infirmières de nuit comme ça a été le cas en 2018. Ça veut dire que si on se mobilise, il peut se passer des choses. C'est Oui. pas peine. J'entends des soignantes dire ça sert à rien de descendre dans la rue parce que ça a toujours été comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis en plus, rappelons que c'est parce que vous vous battez pour la qualité des soins au profit des personnes âgées, parce que forcément, si vos conditions de travail se dégradent, c'est malheureusement les personnes dont vous êtes censé être en charge qui en sont pénalisées. C'est pas vos conditions à proprement de travail, c'est voilà, c'est la qualité des soins que vous prodiguez aux résidents pour lesquels vous dites stop, on a allé trop loin, il faut revenir à quelque chose de raisonnable. Mathilde, j'aurais peut-être deux dernières questions pour vous avant qu'on prenne congé aujourd'hui, que je rappellerai effectivement que c'est aux éditions du Rocher, j'ai rendu mon uniforme, votre témoignage sur la vraie vie des EHPAD. S'il fallait garder de votre jeune expérience aujourd'hui un joli souvenir et un souvenir un peu plus poignant de votre expérience professionnelle, un souvenir, quelque chose, un moment qui vous a ému, un moment qui vous a fait dire finalement le boulot est difficile, mais je suis fière de ce que je fais. C'est quoi? Un souvenir positif, un souvenir qui m'a ému, c'est le coup de fil, l'appel téléphonique d'une infirmière que j'avais croisée lorsque j'étais en première année en stage en EHPAD et qui m'a appelée un jour d'été 2016, tandis que j'étais dans mon premier poste dans ce même EHPAD. Et je venais de gérer une situation avec une dame qui malheureusement est décédée. C'était prévu, mais enfin, c'était en tout cas, on s'y attendait. Mais c'était la première fois que j'avais à gérer une situation de fin de vie avec effectivement bah, la peine de la famille, l'accompagnement de la famille, l'accompagnement de la résidente, euh, le travail de coordination avec mes collègues aides-soignantes. Et bon, évidemment, ça m'a demandé de l'énergie, du savoir-être, du savoir-faire et une forme d'organisation, puisque même si cette patiente demandait évidemment beaucoup d'attention, à ce moment-là, ben, elle n'était pas seule et j'avais encore d'autres patients derrière. Donc bon, je me suis mise un peu en retard, mais ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est que la famille était satisfaite de mon accompagnement
Et cette infirmière que j'avais connue en première année et qui m'avait accompagnée dans la première confrontation à la mort en tant que stagiaire infirmière, m'a rappelé ce jour-là, puisqu'elle travaillait dans le même EHPAD. Elle savait, je l'avais appelée pour avoir des conseils, ou en tout cas qu'elle m'aiguille un peu. Et elle m'a rappelé en fin de journée à 21h en me disant est-ce que tu as tout bien fait? Est-ce que tu as tout bien réussi? Est-ce que tu arrives à finir ta journée correctement? Et est-ce que moralement, émotionnellement, ça va? Et j'ai trouvé ça touchant parce qu'elle aurait pu finir ses transmissions, prendre ses clics et ses claques et partir en disant je l'appellerai demain pour savoir comment ça s'est passé. Et non, ça fait partie aussi de ces valeurs humanistes et de cette entraide qu'on trouve notamment entre soignants, à savoir cette sollicitude. Bon, ma jeune collègue qui vient de démarrer, est-ce que ça va? Est-ce qu'elle n'est pas trop en vrac parce que ça n'a pas dû être simple pour elle? Et effectivement, c'était pas simple, et c'était une résidente qui était, enfin voilà, que j'appréciais particulièrement. Mais quoi qu'il en soit, j'avais fait mon boulot d'infirmière de A à Z et j'avais accompagné cette famille, et le médecin s'était montré disponible au bon moment. Et puis cette infirmière qui m'appelle pour me demander si tout s'était bien passé, ça c'est un souvenir ému, et je lui dois une fière chandelle. Ouais. Ouais. Comme quoi, on peut toujours faire preuve d'empathie, même si des fois le temps nous manque et qu'il faut souvent aller au plus pressé. Et un souvenir plus triste? Un souvenir plus triste? Ou plus triste, ou en tout cas un regret peut-être. Est-ce qu'il y a des fois, vous êtes, je sais que dans le livre, je ne vais pas trop citer de sources, vous en voulez, vous racontez, d'ailleurs vous écrivez que vous en êtes un peu, vous étiez un peu agressif vis-à-vis d'un couple de résidents, et vous en êtes voulu parce qu'ils ne sont pas du tout responsables effectivement du retard que vous accumulez, et vous en voulez même énormément d'avoir été, vous excusez, je crois, même auprès de ces résidents. Ouais. Vous en voulez des fois d'être un peu, oui, voilà. parce que le temps manquant, on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, à pas être forcément très disponible émotionnellement, et on est là, mais on n'est pas présent auprès des résidents. On fait de la figuration. Des fois, c'est un peu enfin, on fait pas de la figuration, mais on est présent physiquement, mais on n'est pas disponible, on n'est pas à l'écoute. Et alors, il y a la situation effectivement de ce couple auprès duquel je me suis retrouvée à grogner un peu parce que le monsieur n'était pas dans sa chambre au bon moment. Bref, je me suis reprise en disant mince, mais ils ont le droit d'être l'un avec l'autre. Et puis, si le résident n'est pas dans sa chambre au moment de la distribution des médicaments, c'est à moi de m'adapter. C'est surtout pas à lui de s'adapter. Mais dans le fonctionnement et le nez dans le guidon, comme on l'était, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai pas pris le temps de réfléchir à ma manière de réagir, et c'est sorti un peu viscéralement. Et c'est une situation, mais elle est loin d'être isolée. C'est celle que je raconte dans le livre, mais pour autant, un regret, c'est de manière générale l'idée de pas avoir réussi à être plus investi dans la relation interpersonnelle. Vraiment ça. Et de passer devant des portes ouvertes et des gens qui disent madame, mes lunettes, madame, machin. Et non, et il faut pas. On met les œillères et on avance, parce que sinon, si on s'arrête toutes les deux chambres, on n'avance pas, quoi. On peut pas finir à l'heure, on peut pas. Enfin, on finit nos distributions des médicaments du matin à midi. Enfin, non, c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est un regret. Voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est voilà, entre autres, ce pourquoi je suis pas restée, quoi, parce que je trouvais que c'était détestable, cette façon de travailler. On n'est pas là pour eux, on est là pour répondre à une tarification à l'acte, on est là pour répondre à une direction qui fait des économies de bout de chandelle. Enfin, ça fonctionne pas, quoi. On va dire qu'on va se donner rendez-vous dans quelques mois pour savoir si déjà comment vous allez, et puis si par exemple Madame la ministre vous a répondu ou vous a reçu. Alors là, ouais, ce serait je vais allumer un cierge peut-être, je sais pas. Non, ce serait une belle victoire, mais on n'en est pas là visiblement. Et puis quand bien même, bon, à suivre. Oui, merci en tout cas vraiment d'être le porte-parole, le porte-drapeau de toute une profession que souvent nous, effectivement, on connaît mal, ou qu'on taxe souvent de mauvaise volonté ou de peu de disponibilité. Ça nous a permis, en tout cas, et moi, à titre personnel, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur des situations qu'on ne voyait pas toujours. Et là, aujourd'hui, je les vois de manière tout à fait différente. Donc, merci pour ce témoignage. Et vraiment, je vous l'ai dit l'autre jour au téléphone, merci pour ce punch que vous avez du haut de 25 ans.